Biographie de saint Charles de Foucault. L'explorateur au Maroc, suite. Citation de saint Charles. La croyance à une prochaine invasion des Français fut la cause de l'accueil que je trouvai à Bou el-Djad. Les marabouts me reçurent bien parce qu'ils me prirent pour un espion. Dans la plus grande partie du Maroc, on pense qu'avant peu, la France s'emparera de l'empire de Moulay el-Hassan. On se prépare à cet événement et les grands cherchent dès à présent à s'assurer notre faveur. Les caresses dont me combla la famille de Sidi Ben Daoud, la lettre dont on me chargea, sont une preuve de l'état des esprits chez les plus hauts personnages du Maroc. Cette domination française à laquelle on s'attend, la redoute-t-on ? Les grands seigneurs, les populations commerçantes, les groupes opprimés par le sultan ou par de puissants voisins la recevraient sans déplaisir. Elle représente pour eux un accroissement de richesse, l'établissement de chemins de fer, chose très souhaitée, la paix, la sécurité, enfin, un gouvernement régulier et protecteur. Fin de citation. 11 ans plus tard, Charles de Foucault, devenu prêtre et voyageant dans le Sahara, devait recevoir à sa grande surprise la lettre suivante, signée du jeune marabout, devenu chef de la Zaouïa. Casablanca, le 16 août 1904. Je désire énormément avoir quelques nouvelles de votre part, car il y a longtemps que je ne suis pas au courant de vos bonnes nouvelles, chose qui m'intéresse beaucoup. Dernièrement, j'ai demandé sur vous, monsieur le Concile de France d'ici. Il m'a dit que vous vous trouvez à Jérusalem, dans la Terre Sainte, à l'honnête service de Dieu, et que vous avez sacrifié votre temps à l'Éternel. Je vous félicite et je suis bien certain que le monde ne vous intéresse plus, chose qui est l'essentiel à présent et à l'avenir. Veuillez avoir la bonté d'écrire à monsieur l'ambassadeur de France à Tanger pour lui montrer mon travail et mes efforts avec vous pendant votre séjour ici, pour que monsieur l'ambassadeur écrive à monsieur le consul de France, pour qu'il lui montre ma fidélité avec vous. Je vous remercie infiniment d'avance, en félicitant de nouveau le bon métier que vous obtenez. Votre serviteur dévoué pour toujours, Hadj Driss el-Sherkaoui. Bou el-Djad, que j'étais avec vous dans le voyage de Kabil Tadla. Cette lettre avait été adressée à l'officier Foucault et remise à Alger au commandant Lacroix, qui avait complété l'adresse. Quand il quitte Bou el-Djad, Charles de Foucault est donc escorté par un des petits-fils de Sidi Ben Daoud, et cela pendant tout le temps que les voyageurs passent dans le Tadla. On va toujours au sud et à travers des régions dangereuses. À l'occasion d'un séjour à Tikirt, il étudie les régimes politiques très différents des tribus qui habitent les pays indépendants, au nord du Grand Atlas ou au sud des montagnes. Dans les premières, le gouvernement est démocratique. Chaque fraction de tribu est gouvernée par une assemblée où chaque famille est représentée. En général, pas de loi, et si les fractions de la même tribu ne sont point du même avis, chacune suivra sa volonté ou son caprice, et le différend pourra parfois être tranché à coups de fusil. Au sud de l'Atlas, il y a bien aussi un certain état démocratique. Mais les tribus ne sont pas toujours isolées, et entre elles, il y a des liens de seigneurie et de vassalage. Toutes les variétés de cette politique marocaine sont exposées dans la reconnaissance au Maroc, avec une abondance de détails et de nuances qui prouvent l'habileté de l'enquêteur et la richesse de ses carnets de notes. Un peu plus loin, il décrit les 3 chaînes de l'Atlas, le grand, le moyen et le petit. Après ces pages sévères et lorsqu'il part de Tikirt pour aller à Tissint, le poète reparaît, toujours se surveillant lui-même, mais prenant plaisir à peindre en quelques lignes ces jardins des oasis, et sous l'ombre des palmiers, la terre divisée en carrés, arrosée par une foule de canaux couvertes de maïs, de millet et de légumes. Ce sont des lieux de bonheur entre les plus sauvages, les plus pelés, les plus désolés des paysages. Il va jusqu'à écrire «
endroit charmant où il semble ne pouvoir exister que des heureux. Dans sa course au sud, il atteint la région du Maroc saharien par Tanzida et Tissint. La description qu'il fait du paysage du sud, vu de l'oasis de Tissint, est, je crois, le tableau le plus achevé qu'il ait rapporté de son voyage d'exploration. Lorsqu'on entre à Tissint, on met le pied dans un monde nouveau. Ici, pour la première fois, l'œil se porte vers le midi sans rencontrer une seule montagne. La région au sud de Bani est une immense plaine, tantôt blanche, tantôt brune, étendant à perte de vue ses solitudes pierreuses. Une raie d'azur la borne à l'horizon et la sépare du ciel, c'est le talus de la rive gauche du Dra. Au-delà commence la Hamada. Cette plaine brûlée n'a d'autre végétation que quelques gommiers rabougris, d'autres reliefs que d'étroites chaînes de collines, rocheuses, entrecoupées, s'y tordant comme des tronçons de serpents. À côté du désert morne sont les oasis, avec leur végétation admirable, leurs forêts de palmiers toujours verts, leurs ksar pleins de bien-être et de richesse. Travaillant dans les jardins, étendus nonchalamment à l'ombre des murs, accroupis aux portes des maisons, causant et fumant, on voit une population nombreuse d'hommes au visage noir, kharatin, de couleur très foncée. Leurs vêtements me frappent d'abord, tous sont vêtus de cotonnade indigo, étoffe du Soudan. Je suis dans un nouveau climat, point d'hiver, on sème en décembre, on récolte en mars, l'air n'est jamais froid, au-dessus de ma tête, un ciel toujours bleu.